Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. L'industrie culturelle et la marchandisation du monde ont court-circuité, parasité, nié l'univers esthétique des Européens. Ce dernier est très souvent mis sous cloche, relégué au musée où il sera moqué par les nouvelles générations mondialisées, biberonnées à la consommation, le nouvel art de vivre. Un univers esthétique des Européens fait de représentations mentales tout à fait singulières et qui, dans ses formes aristocratiques comme populaires, ont permis tant une élévation individuelle et collective qu'une expérience de la spiritualité et de l'enchantement du monde, notre monde. Qu'en est-il aujourd'hui réellement de la place qu'occupe pour notre peuple la création et la beauté? Qu'est-ce que la science est en mesure de dire au sujet de cette dernière? Que se passe-t-il quand un peuple, et notamment ses enfants, ne sont plus confrontés au beau? Ce vide nous prive-t-il finalement de génies littéraires ou picturaux, d'artistes cachés? Ce renoncement à la beauté a-t-il une incidence sur l'évolution des mouvements artistiques ou plus largement au destin politique de nos nations? Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous le savez, c'est un sujet qui nous préoccupe tout particulièrement dans ce libre journal Vive la civilisation européenne, c'est celui du beau, de l'esthétique. Je reçois plusieurs invités de marque pour en parler. Alors je signale que tous sont exceptionnellement cette fois-ci auditeurs des formations de l'Institut Iliade. Ça fait plaisir de les avoir autour de la table de Radio Courtoisie avec des noms de promotion qu'ils ne peuvent qu'entraîner à une discussion de haut niveau quand on parle de beau, puisqu'ils sont membres de Léonard de Vinci, de Homère ou de Patrick Pearse, le poète guerrier. Alors j'ai autour de la table Nicolas Janussi, qui est étudiant en philosophie. Il préside l'association Épiculture. C'est une association qui travaille à faire découvrir de belles œuvres d'art. On les retrouve sur YouTube. J'ai avec moi Willy, donc de la promotion Patrick Pearse. Vous connaissez la plupart de ses œuvres si vous suivez la carte blanche artistique, dont il est membre du jury. Et d'ailleurs, il nous proposera le 6 avril prochain Europe, déesse du futur, c'est bien ça, hein, le titre. C'est ça. Et avec moi également Thomas White, qui préside et qui est fondateur du Rucher Patriote. Il est bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie. Et il va d'ailleurs nous permettre, Thomas, d'introduire la discussion, puisqu'il a commis un article tout à fait intéressant à l'occasion du colloque de l'année dernière sur le déclin anthropologique, que nous avons publié dans les actes du colloque, sur le fondement scientifique du beau. Un guide contre les déclins, vous pouvez le retrouver sur le site de l'Institut Iliade. Alors Thomas, je me tourne tout d'abord vers vous sur cette notion de fondement scientifique du beau. D'une certaine façon, le commun des mortels aurait plutôt tendance à dire le goût finalement c'est assez subjectif, voire relatif. Vous avez plutôt tendance à nier cette idée. À la nier, pas complètement. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors effectivement, c'est le beau, c'est un phénomène naturel, c'est un phénomène vivant, donc c'est un phénomène biologique, donc c'est un phénomène qui ne devrait pas échapper au champ d'investigation de la science. Et j'ai été assez surpris de voir que finalement, c'est un sujet, alors que le beau est au centre de nos culture, de nos sociétés, de nos préoccupations, même quotidiennement. On essaye tous d'embellir notre salon, de rendre les choses belles, d'avoir de beaux vêtements, et c'est comme ça depuis l'Antiquité. Pourquoi ce sujet a aussi peu intéressé la science? Alors, je trouve qu'elle l'a intéressé quand même un peu, et notamment, j'ai trouvé beaucoup d'éléments très intéressants chez un grand biologiste, l'éthologue Konrad Lorenz, prix Nobel de médecine, spécialiste du comportement animal, qui a développé des réflexions sur ce sujet. La question, effectivement, vous disiez les goûts et les couleurs, tout le monde pourrait... Le beau serait-il très subjectif? En réalité, il y a une part subjective indiscutable du beau, on a tous des goûts différents. Il y a une part subjective culturelle aussi du beau, puisque effectivement, les critères de beauté ne sont pas systématiquement les mêmes selon les époques au sein d'une même culture, d'une même civilisation, et bien entendu d'une civilisation à l'autre. Mais il y a aussi indiscutablement des critères objectifs plus généraux qui expliquent pourquoi certaines œuvres touchent des millions d'êtres humains d'un seul coup, voire universellement. Pourquoi Beethoven, compositeur européen de notre civilisation européenne, touche-t-il des Japonais ou des Chinois qui ont une histoire extrêmement différente? Et quand on creuse d'un point de vue biologique, on s'aperçoit qu'il y a dans le beau, comme dans tous les processus biologiques, finalement, des composantes qui sont, on va dire, innées, génétiques, et qui sont communes probablement à toute l'humanité, peut-être même au-delà. On pourrait creuser le sujet de savoir, Yves Fristein traite beaucoup de ce genre de sujet, pas sur l'esthétique, mais de savoir les rapports avec les animaux. Bon, mais restons sur l'être humain. Il y a une part indiscutable innée du beau qui donne sa dimension universelle. Et puis, il y a une part
qui est acquise, c'est-à-dire qui n'est pas présente dans notre patrimoine génétique, que l'on acquiert au cours de notre ontogénèse, pour employer un grand mot, c'est-à-dire de notre développement individuel, de ce qui fait que nous passons de l'état d'embryon à bébé, de bébé à enfant, puis à adulte. Et cette part-là, acquise, elle-même, elle a deux dimensions. Une dimension culturelle, c'est-à-dire toute l'imprégnation culturelle que nous partageons avec tous ceux des générations qui nous ont précédés et qui ont forgé notre culture, notre identité, comme notre civilisation européenne, par exemple, et notre culture française. Et puis la dimension, évidemment, du parcours personnel de chacun qui va forger nos goûts. Alors justement, sur le parcours personnel, vous donnez un exemple qui, moi, m'a frappé. Vous dites, il faut se faire confiance. Souvent, on a une émotion face à une œuvre d'art. Avant de commencer à la mettre en perspective, à la réfléchir, il faut lui faire confiance. Pourquoi ? C'est un peu comme les préjugés qui sont finalement une longue accumulation d'expériences de nos ancêtres. C'est en nous, dans notre épigénétique finalement, que nous avons cette sensibilité directe et vraie au beau. Et finalement, c'est presque cet acquis ou cette culture qui va court-circuiter ce premier sentiment. Absolument. Alors, c'est intéressant, vous me permettez de faire la transition vers l'autre point important que je voulais souligner, c'est que le sens du beau, à partir du moment où il peut être en partie appris, pour toute sa dimension culturelle et personnelle, toute sa dimension acquise, et bien comme tout ce qui est appris, il est susceptible de faire éventuellement l'objet de dérives, entre guillemets, pathologiques, de dérives qui peuvent mal tourner en quelque sorte. Et tous les auditeurs de Courtoisie, je pense que auront de nombreux exemples de ce qui s'est passé au XXe siècle avec tout ce qu'on a appelé très improprement l'art contemporain. Très improprement parce qu'il est plus contemporain depuis longtemps. L'urinoir de Deschamps, ça a 100 ans, c'est plus contemporain, mais on continue de vouloir l'appeler comme ça, comme si c'était d'aujourd'hui et comme si c'était tout l'art en plus, alors que ce n'est qu'un courant de l'art, c'est pas tout l'art. Mais enfin, c'est l'appellation. Quand vous voyez ce type d'œuvre, vous vous dites que probablement beaucoup de gens ont un sens, si vous voulez, par exemple, dans les foires internationales d'art contemporain, leurs promoteurs se plaignent toujours que le public ne vient pas. Pourquoi ne vient-il pas ? Peut-être parce que justement, il a cette part intuitive, plus innée, qui le porte à aimer les choses belles. On a une sensibilité au beau qui n'est pas seulement le beau créé par l'homme, ça peut être un beau paysage, hein, et ça peut être aussi la beauté d'un tableau, d'une symphonie, etc. Et il est assez saisissant de voir que chez des gens qui n'ont pas, un formatage idéologique, par exemple sur l'art contemporain, mais sur d'autres sujets aussi, eh bien, il y a une tendance naturelle à aimer certaines choses. C'est cette intuition initiale dont je ne dis pas qu'il faut se contenter d'elle, parce qu'on peut travailler son sens du beau, c'est même important, évidemment, mais cette intuition initiale, il ne faut pas chercher à la terre. Et c'est parfois ce qui peut se produire. Il peut y avoir un court-circuitage, notamment par des motifs idéologiques ou par une imprégnation de trop mauvaises références esthétiques qui vont parasiter et corrompre, rendre en quelque sorte pathologique votre sens du beau. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut se référer à cette intuition initiale, mais non pas s'en contenter non plus exclusivement. Une petite précision, puisqu'il le précise dans son article Thomas White sur le fondement scientifique du beau, il ne s'agit pas de faire le procès de l'art contemporain. C'est plutôt cette capacité à déconstruire et cette incapacité à aller vers le beau. Donc finalement, il ne s'agit pas de mettre tout sous cloche et de dire « c'était mieux avant ». Absolument pas. Et d'ailleurs, il ne faut surtout pas faire le procès de l'art contemporain au sens exact et juste du terme, c'est-à-dire de l'art d'aujourd'hui, dont ce qui s'appelle historiquement l'art contemporain n'est encore une fois qu'une branche. Il y en a énormément d'autres, et même dans cet art-là, on pourrait trouver, il faut être capable de faire de discriminer de manière saine. C'est pas évident, hein. C'est quelque chose de fin, c'est quelque chose de complexe. Et c'est justement dans les failles de cette subjectivité que s'insèrent souvent les idéologues qui veulent nous vendre de l'horreur en nous faisant passer ça pour le summum ou de la subversion ou de l'avant-gardisme. Alors je ne l'ai pas présentée, mais elle est juste à ma gauche. C'est Gabrielle Fouquet, on la retrouve pour la chronique poétique autour d'un verre. Vous aviez une première question, Gabrielle, peut-être ? Bonsoir Thomas. Moi, Bonsoir, avant toute chose, je voudrais quand même dire aux éditeurs qu'il faut lire cet article que tu as publié. Je te tutoie parce qu'on est de la même promotion, on se connaît bien. Absolument. Il est remarquable. Je vais cependant rebondir sur deux choses que vous venez de dire. La première, c'est qu'aujourd'hui, Duchamp n'est plus catégorisé comme art contemporain, mais comme art moderne, ce qui est une distinction temporelle qui est quand même assez importante. Ça peut sembler très anecdotique, mais dans le débat, ça ne l'est pas. Justement parce que tu dis toi-même dans ton article que tu ne fais pas le procès de l'art contemporain. Ceci dit, je trouve quand même que son article est un petit peu dur sur le sujet. Il y a quand même aujourd'hui de nombreux créateurs contemporains, à commencer par Willy, juste en face de moi, qui
qui inscrivent leur travail contemporain dans une vraie recherche de la beauté, au sens même anthropologique du terme. Justement, je veux absolument te répondre là-dessus, parce que justement, c'est toute l'ambiguïté de cette expression art contemporain. Et dans mon article, alors peut-être que tu as passé ce passage parce que c'est dans la version longue et je l'ai mis dans une petite note seulement parce que c'était un peu hors sujet. Elle a lu trop vite. J'ai fait une incise pour dire pourquoi est-ce que j'ai bien dit, il y a une tendance de l'art qui a commencé avec l'urinoir de Deschamps, ou plus exactement avec l'exploitation de l'urinoir de Deschamps à partir des années 50, c'est-à-dire en fait 30 ans plus tard, qui s'est autoproclamé art contemporain, expression qui est de type totalitaire, puisque ça laisse entendre que tout l'art d'aujourd'hui contemporain, ça veut dire art d'aujourd'hui. Donc quand ça a commencé à être employé dans les années 50-60, ça laissait entendre qu'on ne pouvait pas faire de l'art en dehors de cette tendance. Cette tendance, une tendance seulement de l'art, un courant, a prétendu être tout l'art contemporain et vouloir ringardiser tout le reste en disant ça c'est nul, c'est du pastiche ancien, etc. etc. Donc déjà il y a une ambiguïté, parce que quand on dit art contemporain, est-ce qu'on parle vraiment le français, c'est-à-dire est-ce qu'on parle de tout l'art d'aujourd'hui, quel qu'il soit, ou est-ce qu'on parle seulement de cette courant, de cette tendance qui a voulu accaparer le mot contemporain pour, de manière totalitaire, ne pas laisser de la place à d'autres courants. Et moi, bien entendu, je suis à fond pour l'art contemporain au sens sémantique du mot, au sens exact du mot. Ce que fait Willy, c'est de l'art contemporain, mais c'est de l'art d'aujourd'hui. Voilà. Donc on va distinguer, si vous voulez, sémantiquement, pour éviter ça, on peut dire, à défaut de mieux, art d'aujourd'hui par opposition à cette tendance un peu pathologique qu'on a appelée l'art contemporain improprement. Willy, une première remarque. Je me permettrais même, à la limite, de faire un distinguo entre art contemporain et marché de l'art. Oui, voilà. Qui réellement, pour moi, bonjour à tous déjà, qui est réellement pour moi a pourri, mais réellement pourri, justement, l'art même contemporain. Et on note malheureusement aujourd'hui qu'un artiste, quel qu'il soit, quelle que soit sa tendance, qu'il soit plasticien, qu'il soit peintre ou que sais-je, s'il veut sortir du lot, s'il veut qu'on parle de lui, il va faire du sale. Et là, on va commencer à parler de lui. Et c'est là où je dis, il y a vraiment une grosse différence entre ceux qui vont spéculer, on va être franc, on va parler de ça, et ceux qui créent. Et je ne mets pas les deux dans le même sac. C'est un mécanisme qui a été assez bien montré par Aude de Kéros, qui explique la façon dont des acheteurs et des vendeurs créent une sorte de bulle spéculative. Et le pompon, c'est quand la force publique, c'est-à-dire vous, est mis à contribution pour donner de la valeur et une cote à une œuvre. C'est-à-dire qu'à un moment, un musée public, par exemple, va être privatisé par un des spéculateurs, alors qu'avant l'œuvre s'échangeait entre 5 ou 6 personnes par-delà la planète. On l'expose au grand public et à ce moment-là, on lui donne une valeur, une espèce de reconnaissance avec un commissariat scientifique. C'est une arnaque. Et cette spéculation commence même aujourd'hui, avant même la muséification de l'œuvre. Elle commence dans les écoles d'art. Les Beaux-Arts de Paris sont un excellent exemple du distinguo qu'on peut faire et du lien aussi qui peut exister entre art dit d'aujourd'hui ou contemporain, même si dans ton cas, effectivement, contemporain semble plus approprié, et marché de l'art pur. On a des élèves aujourd'hui qui sortent des Beaux-Arts de Paris, dont vous financez les études, chers auditeurs, en partie, qui produisent du vent. Et qui se vend des millions d'euros. Donc cette spéculation commence même avant que l'artiste soit consacré artiste. Alors avant la première pause musicale, nous retrouverons après notre troisième invité, Nicolas Janussi, qui, avec vous Nicolas, je voulais revenir à la première question que nous nous sommes posée. Quelles sont les raisons pour lesquelles on peut donner un fondement scientifique à l'art et quelles sont les raisons pour lesquelles finalement ça a changé, le contexte a changé. La façon dont l'art, ouvre au cosmos, à une certaine spiritualité. De quelle façon l'art nous permet d'avoir des représentations collectives qui élèvent. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que dans le monde marchand et dans l'industrialisation de la culture, on est passé à totalement autre chose? Pierre Le Prince, je me tourne vers vous. C'est déjà moi. Ben oui, Pierre. Pierre, il dormait au fond de la salle. Vous savez, on l'attend. Il nous propose toujours des titres assez originaux. Et d'ailleurs, je remercie les auditeurs de Radio Courtoisie qui
qui nous félicite de pouvoir découvrir ces suggestions de Pierre. À vous la parole. Merci beaucoup, bonsoir chers auditeurs. Donc pour ce premier interlude musical, j'aimerais vous emmener bien loin des polémiques stériles sur la chanson française qu'on a pu subir ces derniers jours avec l'affaire Aya Nakamura, quel est ce nom, qui serait donc l'artiste francophone la plus écoutée au monde et qui est censée interpréter du Piaf lors de la prochaine ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques. Bref, je n'épiloguerai pas sur ce cirque médiatique pour vous faire découvrir un autre artiste français qui s'exporte très bien à l'international aussi, mais dans un registre plus confidentiel et sans doute musicalement plus exigeant, Alceste. Pas le copain en surpoids du petit Nicolas, mais le groupe de post-rock fondé en 1999 par Stéphane Pau, alias Neige. Ce dernier évoluait initialement au sein de formations que les amateurs de black metal connaissent bien, comme les sulfureux Commando Peste Noire, mais a fait le choix de s'éloigner de la noirceur inhérente au genre pour proposer une musique bien plus lumineuse, voire solaire. Je vous propose donc d'écouter le morceau Saphir, tiré de l'album Spiritual Instinct, sorti en 2019. Bonne écoute. Regarde ce qui brille, vois mon enfant. Regarde ce qui brille sur la plaine et sous le vent. Regarde ce qui brille, écoute ce qui coule. Vois mon enfant, écoute ce qui coule. Depuis la source à l'océan, écoute ce qui coule. Regarde ce qui brûle, vois mon enfant. Regarde ce qui brûle, du fond de terre jusqu'au volcan. Regarde ce qui brûle. Écoute ce qui chante, vois mon enfant. Écoute ce qui chante dans la pluie qui nettoie les champs. Écoute ce qui chante. Regarde ce qui braise, vois mon enfant. Regarde ce qui braise au milieu du feu de la Saint-Jean. Regarde ce qui braise. Attrape ce qui passe, vois mon enfant. Attrape ce qui passe avant la nuit, avant le printemps. Attrape ce qui passe. Respire ce qui vole, vois mon enfant. Respire ce qui vole dans la rumeur de chacun des instants. Respire ce qui vole, mais n'oublie pas de rire. Vois mon enfant, n'oublie jamais de rire. Dans les orages, dans les tourments, mais n'oublie pas de rire. Mais à culpa, chers auditeurs, Guéric n'a pas lu le filage, donc il vous a présenté le second morceau, et donc vous avez écouté Gabriel Yacoub qui interprétait Vois mon enfant, qui invitait donc à regarder la beauté là où elle est, dans la nature, et voilà, donc le second morceau sera présenté plus tard, désolé. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, concernant le thème qui nous réunit aujourd'hui, sur le beau, l'esthétique finalement des Européens, ce qu'on constate, Nicolas Janissi, c'est quand on étudie l'histoire et ce qu'ont pu nous léguer nos ancêtres, c'est l'importance des mythes mobilisateurs et finalement l'art comme outil pour transmettre ces mythes communs finalement à l'ensemble du peuple qui s'auto-célébrait à travers le génie de ces artistes. Est-ce que d'un point de vue philosophique, on peut décrire ce phénomène? Est-ce que c'est inhérent à la société européenne ou c'est finalement inhérent à toutes les sociétés humaines?
Alors bonsoir déjà, chers auditeurs. En fait, c'est un phénomène extrêmement particulier à la civilisation européenne que sa conception du beau. Pour être un peu plus clair, la conception européenne du beau, telle qu'on la connaît aujourd'hui, en tout cas en grande partie, est essentiellement tirée de Platon et ensuite des interprétations qu'on a pu en faire au cours de l'histoire. Qu'est-ce que dit Platon sur le beau ? Platon pense que le beau est une idée, et d'ailleurs, très spécifique, parmi les idées platoniciennes, le beau est la seule idée à laquelle on peut accéder par les sens. Et Platon met sur, disons, un pied d'égalité le beau avec deux autres idées très importantes, ce qui forme une triade grecque extrêmement populaire en termes d'histoire, qui a eu énormément de poids, avec le bien et le vrai. Et en fait, c'est cette tension entre le beau, le bien et le vrai qui a construit toute l'histoire esthétique et artistique de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de tensions. Alors, Platon écrivait au IVe siècle avant Jésus-Christ, donc ensuite il y a eu une christianisation de l'Europe, il y a eu énormément d'événements historiques, énormément de courants artistiques qui ont réinterprété à leur manière cette triade platonicienne, et même le rapport qu'entretiennent ces choses-là. Pour Platon, typiquement, ces idées se valent à peu près. Le beau doit mener au bien, mais également au vrai. Enfin, toute œuvre d'art est censée éduquer au beau, au bien et au vrai de façon similaire. Mais avec la christianisation de l'Europe, on a eu un changement de paradigme. On peut le voir très typiquement dans la Divine Comédie de Dante. Dans la Divine Comédie, Dante fait incarner par le personnage qui représente en réalité un amour déçu de Dante, mais qui est le personnage de Béatrice. Il fait de Béatrice une image du beau, mais qui en fait, plus on s'éloigne, plus on avance dans la lecture du paradis, plus elle va devenir une image désincarnée du beau. Alors que chez Platon, une notion très importante, c'est que la beauté, on la constate d'abord par la beauté des corps. Mais Béatrice, elle a de moins en moins de corps. Béatrice devient progressivement presque une idée, et elle devient une idée sacrée, et c'est plus l'idée du beau. On parle d'ailleurs pour l'Europe d'art de la représentation. On a d'ailleurs dans notre tradition picturale énormément de représentations des corps et des visages qui ne sont pas cachés. Oui, exactement. C'est quelque chose d'assez spécifique à l'Europe. Alors pour faire une petite comparaison avec d'autres civilisations, par exemple, la civilisation islamique, elle, a aussi une sorte de dualité, mais entre le beau et le bien, en donnant une équivalence théologique stricte. C'est-à-dire ce que donne Dieu va être à la fois beau et bien. Si on prend la civilisation japonaise, par exemple, qui est un exemple beaucoup plus intéressant puisqu'il est vraiment construit presque en miroir de l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a aussi un rapport du beau avec le bien et le vrai, mais qui a un rapport avec une ontologie presque différente, c'est-à-dire avec une idée prééminente qui va changer. La christianisation de l'Europe nous a donné une valeur supérieure du bien par rapport aux autres idées, c'est-à-dire que le beau devait conduire au bien, et le bien devait, si possible, être représenté comme beau. A l'inverse, au Japon, c'est le beau qui a cette prévalence. C'est-à-dire que le beau est l'esthétique en soi, finalement. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut le voir notamment dans beaucoup d'œuvres, notamment littéraires japonaises du XXe siècle, celle de Yasunari Kawabata par exemple, ou Junichiro Tanizaki, qui font des descriptions de presque toutes scènes décrites dans leurs romans comme étant des scènes belles en soi. Et il y a aussi un exemple de Junichiro Tanizaki, puisque j'en parle, dans une des premières nouvelles qu'il a écrites qui s'appelle Tatouage, une jeune femme magnifique, dont un jeune homme est éperdument amoureux, va finir défiguré, et le jeune homme va se crever les yeux pour garder en mémoire la beauté que la jeune femme a perdue. C'est-à-dire que quelque chose qui pourrait être considéré comme horrible, enfin pensez à l'après, pensez à la jeune femme qui va découvrir que son amant s'est crevé les yeux, mais en fait c'est typiquement la vision du beau qu'on peut avoir au Japon, qui est représentée ici dans un cas particulièrement extrême évidemment, mais il y a en fait cette prévalence de la beauté dans l'importance de la pensée, de l'éthos presque japonais, qui fait que c'est toujours vers le beau qu'on va essayer de tendre. Alors cette tension que vous avez définie, tension platonicienne, réinterprétée au fur et à mesure de notre histoire,
elle fonctionne moins ou plus? Est-ce que, selon vous, on peut noter des dysfonctionnements? Est-ce que c'est parce que cette tension n'existe plus qu'on a du mal à percevoir le beau ou à le créer, voire même à lier, on va dire, notre destin populaire au beau? Alors, il y a plusieurs choses à ce niveau-là, mais c'est peut-être une analyse un peu moins philosophique qui va nous intéresser maintenant, et une analyse historique. Un de ceux qui a beaucoup théorisé ça, c'est Wagner, dans ses nombreux essais, et notamment deux, ce dont Willy parlait tout à l'heure en ce qui concerne le marché de l'art. Wagner en parle très bien dans son essai qui s'appelle Opéra et drame, où il fait la différence entre l'opéra, qui est selon lui un pastiche théâtral pour accueillir, pour amasser presque l'argent de la bourgeoisie de son époque, et le drame, qu'il entendait au sens des Grecs. Wagner était un grand admirateur des tragédies grecques, Échille, Sophocle et autres, et la conception qu'il avait de l'art chez les Grecs, qui fait à peu près autorité aujourd'hui, c'est qu'il y avait une sorte de rite quasi religieux au moment de ces représentations des tragédies. Elles étaient jouées et il y avait une sorte de communion qui passait par les différents types d'art, entre guillemets, qui étaient mis en œuvre. C'est-à-dire que c'était de l'art poétique, de l'art de la scène, mais avec également de la musique, des costumes, enfin, quelque chose de très complet. C'est ce qui a donné à Wagner son concept de Gesamtkunstwerk, l'œuvre d'art totale. Et c'est ce qui a permis, du coup, de créer une véritable communion. Wagner disait dans L'Art et la Révolution que c'était une communion entre ce qu'il y avait de plus haut dans l'individu et en même temps ce qu'il y avait de plus haut dans la foule. Donc c'était une communion quasi religieuse, c'était de l'ordre du rite. Et ce que Wagner constate, c'est que ce rite, ce côté rituel qu'il a lui-même essayé d'instiguer dans ses œuvres, a totalement disparu à son époque, puisque l'objet de l'art a changé. Cet objet de l'art, à partir du moment où il y a eu une grande démocratisation de la culture, notamment avec la Révolution française, puis la Révolution industrielle, qui a permis une grande prise de pouvoir, notamment économique et culturelle, de la bourgeoisie, de la classe bourgeoise, a permis du coup de créer un public qui est prêt à mettre la main à la poche, la main au portefeuille, pour voir des œuvres d'art, pour rencontrer des artistes, toutes sortes de choses. La distraction, finalement. Exactement. Donc les prémices de l'industrie culturelle. C'est exactement ça, c'est les prémices de l'industrie culturelle, et on pourrait condamner directement cette chose-là, mais en fait, ces prémices nous arrivent de très très loin, en vérité. Parce que on ne peut pas dire qu'avec le début du 19e siècle, l'art était déjà mort. Le moment où on a cette arrivée, on va dire, de ces changements drastiques dans la composition, on va dire, sociale des spectateurs de l'art, c'est le moment où Beethoven commence à composer. C'est le moment où Mozart est à son plein succès. C'est le moment où Wagner aussi commence à écrire. C'est le moment où Goethe commence à monter. Enfin, c'est le moment aussi où les courants littéraires français sont à leur paroxysme. Donc, il a fallu un certain temps avant que ce marché de l'art qui était déjà conspué par Wagner commence à monter en puissance, pour ainsi dire, et prendre le pas sur la véritable création artistique. Comme s'il y avait en fait une sorte de délai entre cette arrivée du marché de l'art et le fait que finalement l'objet de l'art devienne ce marché. Merci beaucoup pour cet argument, cette argumentation. Nous retrouvons maintenant, vous savez, c'est un rendez-vous traditionnel de ce libre journal Vive la civilisation européenne. C'est la chronique Perspective identitaire de Raphaël Aima qui a travaillé le sujet d'aujourd'hui. Perspectives identitaires, la chronique politique de Raphaël Aima pour le libre journal Vive la civilisation européenne sur Radio Courtoisie. La modernité livre l'une de ses plus grandes batailles culturelles et terminologiques à l'égard d'une notion qu'elle vomit par essence, celle de beauté, notamment de beauté objective des choses. La modernité institutionnalise la laideur, car dans ses fondements philosophiques les plus profonds, elle se construit en rupture avec la conception traditionnelle de la place du beau et du vrai. La formule est bien connue, comme les antiques, nous défendons le vrai, le bien et le beau. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la tradition atteste que les trois notions s'entremêlent. Dans notre conception de l'art, par exemple, la beauté n'a pas qu'une valeur adjective. La beauté ou la non-beauté d'une œuvre ou d'une personne sont aussi le reflet d'une valeur morale.
Dans les représentations culturelles européennes, le mensonge, la fourberie, la traîtrise, en bref l'infamie, la mauvaise intention ont systématiquement été représentés par des traits difformes, repoussants. A l'inverse, les héros portent sur le visage le bien fondé de leurs actions et jouissent souvent d'une apparence extérieure agréable. Cela part d'une conception, une nouvelle fois fondamentalement européenne, qui, si elle différencie l'âme et le corps, estime que les deux parties s'influencent réciproquement. Une bonne âme donne un beau corps, à l'inverse, un mauvais corps traduit une âme mauvaise. Contre cette mythologie du rapport au beau chez les Européens, les déconstructeurs, les éternels déconstructeurs mobilisent la notion de beauté normative pour expliquer que la beauté n'est jamais objective. Ils justifient leur vision comme suit. Dans une logique constructiviste, la beauté n'est que le reflet de normes culturelles et sociales préétablies par la société, en particulier par le groupe qui en serait dominant. Les woke listent alors les critères normés de ce qu'ils fantasment comme étant la poupée idéale moderne. La couleur blanche parce que la société est raciste, le corps maigre parce que la société est grossophobe, la santé bonne car la société rejette les handicapés, le sexe un homme parce que la société est patriarcale, mais si c'est une femme c'est parce que la société objectifie son corps et sexualise. Mais une nouvelle fois, comme toujours, à qui profite ce logiciel ? Le capitalisme du 19e et 20e siècle cherchait à uniformiser la production. Contre l'artisanat, contre le produit manufacturé, il était nécessaire de produire en masse de l'identique, des produits très bien appelés de grande consommation, au détriment de la qualité, de l'unicité et de l'esthétisme. C'est l'apparition du logo, de la charte graphique, du packaging, en bref de l'identité industrielle d'un produit. En ce sens, normer les critères de beauté d'un produit est nécessaire pour susciter de la demande autour de lui. C'est ce qu'on appelle la mode. Alors effectivement, le mannequin et le produit qu'elle présente étaient au siècle dernier normés, ils se ressemblaient, des critères existaient. Or, une demande uniformisée fait chuter la diversité de l'offre, ce qui ne plaît pas à l'esprit vorace et entrepreneur du capitalisme. Mais c'était sans compter sur sa principale force. Le capitalisme absorbe toujours ses propres contradictions. Le 21e siècle se caractérise par la crise des identités. Culturelles, ethniques, sexuelles, générationnelles, politiques, esthétiques, j'en passe, les enfants du 3e millénaire se singularisent par le malaise qu'ils ressentent vis-à-vis de leur place dans le monde. La traduction de ce malaise se fait dans la substitution des identités de fait, celles qui allaient jadis de soi, comme la communauté nationale, la classe, l'appartenance ethno-culturelle, par des identités de substitution, l'orientation sexuelle, la déviance, l'appartenance à un groupe opprimé, etc. En fait, c'est la course au particularisme, à l'individualisme, où l'on peut déclarer que nous sommes toujours plus autoconstruits, plus singuliers, plus particuliers que l'individu d'à côté. Une course à l'unicité qui ravit l'esprit du capitalisme. Chaque différence est un nouveau marché de niche, permettant de s'adresser à un public cible, qui ne cesse alors de se renouveler. La mode de la body positivité alors va en ce sens. Pour permettre cette multiplication des marchés, donc des clientèles, il faut leur imposer que l'idée que la beauté ne se définit que subjectivement. Par extension, aucune règle ne saurait régir l'art, la mode, l'architecture, en bref le champ de la création, puisque l'œuvre n'a aucune valeur intrinsèque autre que celle que l'observateur veut lui accorder. C'est toute l'essence d'un art qui précisément n'a pas d'essence, l'art contemporain. Alors pour remettre le beau au centre de nos vies, il faut lutter sans concession contre toute forme de relativisme. Parce que relativiser la beauté, c'est déjà relativiser la morale, une perception du monde qui détermine que le bien et le mal existent. Une société qui se prive de la discrimination entre le beau et le laid se prive par la même occasion de la différenciation essentielle entre le vrai et le faux, entre le bon et le mal. S'attaquer à la beauté peut alors être interprété comme un assaut contre la civilisation elle-même. Dans un monde qui nous voudrait satisfait de la médiocrité, nous devons prôner l'exigence, établir des critères différenciés, oserais-je dire hiérarchisés. Comme disait Jean-Yves Le Gallou, défendre le beau, c'est réintroduire la beauté dans les critères de décision, c'est combattre les excès de logique techno-managériale et le quantitativisme qui refuse de prendre en compte tout ce qui ne s'inscrit pas dans un tableau Excel. C'était la chronique de Raphaël Aima qui rejoint la triade platonicienne pour arriver, on va dire, à la critique du capitalisme, de la multiplication de niches et de clientèle. Alors, on peut percevoir ici l'ensemble des dysfonctionnements. Thomas White, dans son article, vous avez tenté d'imaginer un certain nombre de critères pour qualifier ces dysfonctionnements. Vous parlez de déformation des corps, vous parlez d'exagération des traits, de retouches intempestives, finalement d'un ensemble de techniques ou de difformations qui sont le lot de notre quotidien et qui montrent qu'il y a finalement un problème avec le beau.
Oui, alors ça, c'est Konrad Lorenz, dont je parlais tout à l'heure, qui a mis en avant le fait que c'est dans le cadre d'une réflexion plus générale qu'il fait sur la notion de domestication ou d'autodomestication de l'homme par l'homme. Il montre que l'animal domestique qui a évolué sur des milliers d'années développe certains traits comportementaux, par exemple une tendance à une modification morphologique, raccourcissement des extrémités, augmentation du volume de la tête, et aussi une tendance à l'amplification parfois des comportements sexuels un peu débridés, alors que chez les animaux sauvages, la parade sexuelle est extrêmement complexe et extrêmement raffinée, en tout cas chez certains animaux qu'il a étudiés, il l'a mis en évidence. Une dérive qu'effectivement on peut retrouver dans certaines évolutions contemporaines, avec la tendance à l'obésité croissante dans nos sociétés, ou à l'hypersexualisation de notre société, ou des rapports humains au-delà du raisonnable ou d'une galanterie traditionnelle. Je voudrais rebondir par contre sur un autre point, c'est qu'on a quand même beaucoup attaqué le marché, l'idée de la marchandisation de l'art comme si celui-ci allait automatiquement s'opposer. Je voudrais paradoxalement un peu défendre le marché de l'art, parce que Nicolas l'a dit tout à l'heure, le 19e siècle a vu apparaître effectivement un nouveau public avec un abondement financier lié à cette bourgeoisie triomphante derrière. Or le 19e siècle, c'est quand même un des siècles où l'art européen, dans de nombreux domaines, atteint des sommets. Enfin, il y a eu plusieurs sommets, parce que l'art européen est vivant, et il y a eu la Renaissance et beaucoup d'autres périodes très fastes, mais c'est une période faste dans notre art. Donc l'existence de ce marché en soi n'est pas un problème. Et le marché dont parlait Willy à propos de l'art dit improprement contemporain, où l'argent effectivement corrompt considérablement les choses, c'est plus lié aux décideurs économiques ou politiques qui favorisent cela, par exemple à des décideurs politiques qui vont décider de subventionner tel artiste et ensuite d'augmenter ainsi sa cote, etc. etc. C'est plus lié justement à cette corruption pathologique dont je parlais tout à l'heure, du sens du beau, lié en plus, se mêlent en plus des intérêts financiers, mais on pourrait faire à la limite des affaires avec des choses qui soient vraiment belles. On n'est pas obligé de faire des affaires avec des choses qui sont moches. On a besoin, en fait, je termine là-dessus, on a besoin, pour que le beau existe, pour que pour que le beau existe et que des artistes se développent, on a besoin que ces artistes puissent vivre de leur art. L'idée qu'il faudrait que les artistes soient tous désargentés, qui vivent dans les caniveaux avec des haillons sur eux pour être de vrais artistes, et que l'artiste qui gagne bien sa vie, Mozart gagnait très bien sa vie, il a fini avec beaucoup de dettes, disait-on, mais parce qu'il était très dépensier, mais il gagnait très bien sa vie. Faut pas opposer. Donc on a besoin d'avoir un marché pour que les artistes puissent vivre. C'est plus la corruption idéologique qui pose des problèmes aujourd'hui. Willy ? Oui, et puis, comme tu le disais très justement, c'est une minorité qui en profite aussi. On ne citera pas de nom, mais on sait qui profite vraiment du marché de l'art. Voilà, on sait qu'il y a une grosse défiscalisation, enfin voilà, donc ça profite aussi. Je rebondirai juste sur un point, et c'est vrai, le 19e siècle a vu émerger quantité de beauté, de vraie beauté en Europe. Je dirais qu'il y avait aussi une culture du beau qui était inculquée dès l'enfance, où on apprenait ce qu'était le beau. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du beau partout, mais au moins il y avait une forme de culture. Là où je suis éminemment positif, et c'est quand je vois par exemple des choses aussi simples que, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de déjà voir ces boutiques qui vendent des photos sous cadre, des choses comme ça. Rentrez dedans, regardez ce qu'ils proposent. Eux, ils sont vraiment dans un marché pur de l'image. Il n'y a pas grand-chose de moche en soi, parce qu'il faut vendre. Quand vous rentrez chez les gens, c'est rare qu'ils aient des trucs au mur absolument dégueulasses, enfin voilà, coulants ou des choses comme ça. Ils vont peut-être avoir des choses qui vont pas... Allez, vous allez vous dire, bon. Ils n'ont pas tous le pont de Brooklyn acheté chez Ikea ? Ils n'ont pas tous le pont de Brooklyn, certains ont la tête de lion, voilà. Mais ou le Bouddha dans le jardin ? On va être franc, c'est quand même bien fait. C'est pas horrible. On peut pas jeter le truc en se disant oh là là, c'est vraiment immonde. C'est au moins une petite porte d'entrée accessible pour certains. Voilà. Gabriel. Juste sur le 19e siècle, il ne faut pas oublier ou le découvrir que le 19e siècle, c'est le grand siècle
de ce qu'on a appelé l'esthétique en histoire de l'art. C'est le moment où vraiment on va avoir les plus grands penseurs du sujet. Il faut lire John Ruskin, toutes les réflexions de John Ruskin et de William Morris après lui, sur la place du beau au centre de nos vies et la création artistique. C'est époustouflant de sincérité et de simplicité. Et pour revenir à ce que disait Willy aussi, puisque je fais une association d'idées, excusez-moi, effectivement, les gens ont rarement des choses très laides chez eux. Ils ont des choses qui peuvent sembler assez parfois banales, assez neutres. C'est peut-être pas des chefs-d'œuvre, mais ça tient aussi au fait qu'effectivement notre rapport au beau, en termes de critères, est conditionné par les chefs-d'œuvre. Il en faut, mais les chefs-d'œuvre, ce qui fait la particularité d'un chef-d'œuvre, c'est qu'ils sont assez rares. Et on voit quand même un retour au goût des choses simples et jolies, et légères et délicates, et qui ne sont pas uniquement des démonstrations d'argent. Il suffit de voir la tendance qui a explosé sur les réseaux sociaux de pseudos antiquaires en devenir ou qui veulent tous l'être, qui plutôt que de mettre en avant des pièces rares qui font la richesse du marché de l'art quand même aussi, mettent en avant des services anciens en céramique et qui mettent aussi en avant des peintres de vos régions. La peinture bretonne contemporaine actuelle a énormément d'artistes qui vivent très bien de leur travail dans leur propre région et qui est magnifique et qu'il faut voir. Et on voit quand même chez les gens toujours cette envie de s'entourer du beau et de le laisser infuser leur vie. Mais c'est sûr que si vous cherchez des chefs-d'œuvre et que les grandes œuvres de Guido Reni, rares sont les gens qui ont des madones chez eux. Ça rejoint un peu d'ailleurs ce qu'on disait au début sur le fait qu'il y a un sens naturel du beau qui s'exprime chez les gens. C'est-à-dire que même les gens qui n'ont pas eu de formation entre guillemets au beau, quand je dis de formation, c'est pas forcément une formation académique dans une école qui en plus peut avoir parfois des travers, mais même de formation dans le sens où ceux qui n'ont peut-être pas grandi par chance pour eux dans une famille où leurs parents étaient eux-mêmes très versés dans les arts, écoutaient de la grande musique, les emmener dans des expositions des plus grands artistes, ont un sens naturel du beau, alors qu'il va peut-être donner parfois quelque chose que certains, d'aucuns vont trouver naïf, vont trouver simple, et certains diront simplet. À mon avis, on a tort de considérer que c'est simplet, c'est simple, mais c'est pas nécessairement simplet, mais c'est cette fibre naturelle du beau. Et puis ensuite, effectivement, on peut développer un sens de l'art plus poussé, mais c'est ce sur quoi Romain m'interrogeait au tout début, à savoir l'idée qu'il ne faut pas laisser taire cette petite musique qu'on a en nous. C'est cette petite musique qui nous fait aimer des choses simples, etc. Et ensuite, une éducation au beau, une confrontation au beau peut nous aider à affiner ce sens-là. C'est vraiment cette idée qu'on affine, on ne crée pas complètement, on affine. Et une bonne manière d'affiner, c'était ce qui se faisait beaucoup au 19e siècle justement, une bonne manière d'affiner les choses, si on a des doutes, dans notre époque on ne sait plus comment se repérer, ben oui mais je veux affiner, comment je fais, eh ben, on peut se confronter aux arts qui ont une certaine ancienneté. C'est pas du tout pour dire avant c'était mieux, c'est pas du tout ça, c'est juste pour se dire que les œuvres qui ont une certaine ancienneté, elles ont un seul intérêt, un seul avantage, c'est qu'elles ont passé le filtre du temps. Si on les connaît encore aujourd'hui, pour l'écrasante majorité d'entre elles, il peut toujours y avoir des exceptions, c'est parce que elles ont été jugées avec assez de mérite, souvent dès leur propre époque, mais aussi ensuite, pour avoir traversé le filtre du temps. Parce qu'évidemment, à toutes les époques, il y a aussi beaucoup de productions médiocres, et si vous regardez ce qui se produisait en réalité au 19e siècle, ou même au Quattrocento italien, si vous regardez non pas les œuvres qui ont survécu jusqu'à nous, non pas les Michel-Ange ou les Beethoven, mais tous les autres, vous avez une quantité phénoménale d'œuvres qui ont sombré dans l'oubli parce qu'elles étaient moyennes, voire médiocres. Ça là, on les oublie. Thomas White est un hygiéniste. Il nous demande chaque jour de se prémunir du lait, de s'abreuver aux grands classiques et de faire sa toilette finalement culturelle et intellectuelle. Oui. Sachant que quand on a affiné comme ça son sens du beau, on peut par contre revenir vers les œuvres contemporaines au sens exact du mot, parce qu'effectivement il y a des choses formidables et il ne faut surtout pas s'y fermer. Et je vais vraiment abonder dans ton sens, parce que la grande différence qu'il y a entre, allez on va dire, avant et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on note que c'est comme une sombre armée de gnomes. Le lait tente de rentrer par toutes les portes. Je vais prendre quelques exemples. Très simples. Pour ceux qui ont encore la télé, qui la regardent encore, et pour ceux encore plus rares qui regardent encore les publicités. Forcez-vous, allez, faites-vous mal, obligez-vous à regarder les publicités. Celle qui me vient spontanément, c'est pour une plateforme de musique qui me fait la part belle à la pure laideur des visages.
et des corps. Vous pouvez prendre comme exemple l'IA. C'est assez étrange. Quand on demande à une IA de générer des images, il y a quelque temps, elle générait automatiquement des images relativement belles. Et puis on n'avait pas besoin de forcer beaucoup pour avoir de beaux visages. Ah oui, mais ça, c'est pas très inclusif, ça. Qu'est-ce qui lui arrive à l'IA? Il va falloir l'aider un peu. Alors, ils l'ont aidé un peu, en effet. Ils l'ont rendue plus inclusive. Ils l'ont rendue plus ouverte. Du coup, oui, dans certains cas, ils l'ont rendue un peu plus laide. Nicolas. Alors, pour terminer sur ce sujet du 19e siècle, je voudrais rejoindre ce qu'a dit Thomas juste avant, c'est-à-dire que les œuvres qu'on peut aujourd'hui considérer, appeler communément les grands classiques, sont effectivement celles qui ont survécu à leur époque, celles qui ont réussi à transcender leur temps, quelque part. Et effectivement, c'est déjà au milieu d'une foule d'œuvres beaucoup plus médiocres, enfin en tout cas beaucoup moins dignes d'intérêt, qui n'ont pas vécu jusqu'à nous. Je parlais de Wagner tout à l'heure, qui dénonçait dans Opéra et Drame l'opéra qui était fait pour amuser le bourgeois, entre guillemets. Ces opéras, personne ne les connaît aujourd'hui. Je serais moi-même bien incapable de vous en citer un. Mais pourtant, ils ont existé. Et c'est aussi une réflexion qu'on doit avoir par rapport à aujourd'hui, notamment sur comment est-ce que le beau peut s'exprimer. Quelque part, quels sont les classiques que nos enfants, nos petits-enfants retiendront de notre époque. Et il y a quelque chose, à mon avis, d'essentiel. C'est ce que disait Arthur Mola van den Bruck quand il pensait les peuples et les élites. C'est quelque part cette jonction entre des grands artistes et un grand public. Je prends un autre exemple typiquement pour dire que nous ne sommes pas dans une époque si particulière que ça, en vérité. Enfin, elle a quand même certaines de ses particularités. Mais par exemple, Proust. Quand Proust écrivait, ce n'était clairement pas le premier des ventes. Le premier des ventes de son époque, je ne me rappelle même plus de son nom, et personne d'autre ne le sait, à part des personnes qui ont vraiment beaucoup étudié la littérature du début du XXe siècle. Proust passait presque inaperçu, et même la recherche du temps perdu a été refusée 14 fois par les éditeurs. Et il a fini par être accepté parce que Proust avait quelques relations. Mais ce qu'on considère aujourd'hui comme un classique est passé totalement inaperçu. Pourtant, qu'est-ce qui fait la spécificité de notre époque? Est-ce que nous aussi on peut avoir des pépites cachées comme ça dans notre art purement contemporain, dans le sens de notre art d'aujourd'hui? Eh bien, très probablement que oui, déjà. Et donc je vous invite tous, chers auditeurs, à écouter votre petite musique intérieure, à être curieux surtout. C'est ça qui fait qu'on fait de grandes rencontres en matière d'art, c'est la curiosité. Si demain vous prenez soudainement l'envie de lire un Musso, toute proportion gardée sur cet auteur, lisez-le. Si vous appréciez, vous aurez une belle expérience, et si vous ne l'appréciez pas, ça vous permettra au moins de pouvoir en parler sans dire n'importe quoi et le rejeter par principe. Parce que nous sommes aujourd'hui, et je reviens un petit peu sur ce que disait Willy en ce qui concerne l'éducation, nous sommes aujourd'hui dans une ère de ce que Nietzsche aurait appelé un certain philistinisme culturel. Les gens, la plupart des gens qui conspuent l'art contemporain n'y connaissent presque rien, et la plupart des gens qui citent les grands classiques ne les ont pas lus, ne les ont pas vus, ne les ont pas appréhendés. Cela dit, je suis pas sûr que ce soit 100% nouveau. C'est certainement pas 100% nouveau, mais il y a quelque chose de particulier à ce niveau-là à notre époque, c'est aussi parce qu'on a beaucoup moins de transmission à ce sujet. Donc, en parallèle de chercher et d'avoir la curiosité de trouver des artistes contemporains qui peuvent nous plaire, il faut aussi réussir à créer cette rencontre-là avec les classiques et à renouer quelque part avec autre chose que le simple « ah, on dit », avec autre chose que le fait qu'on puisse citer « ah, Shakespeare, oui, c'est celui qui a écrit Roméo et Juliette ». Mais c'est pas seulement ça, Shakespeare. Shakespeare, c'est une œuvre phénoménale, beaucoup de pièces de théâtre, toutes très riches, et qui est toujours un plaisir de découvrir et de lire aujourd'hui, et c'est ce que j'invite tous nos auditeurs à faire. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, cette fois-ci c'est la bonne, nous allons écouter Saphir d'Alceste. Vous allez retrouver toutes ces références sur le site de Radio Courtoisie évidemment, et sur la chaîne YouTube de l'Institut Iliade. Bonne écoute.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Nous revoilà à l'antenne de Radio Courtoisie. Merci d'être avec nous pour ce libre journal Vive la civilisation européenne. Je souhaitais, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous signaler une nouvelle édition de la carte blanche artistique qui sera proposée par l'Institut Iliade à l'occasion de son colloque annuel. Nous sommes à peu près 1500 personnes à nous retrouver chaque année à la Maison de la Chimie à Paris. C'est le 6 avril prochain. Et nous demandons aux artistes, ils sont près d'une soixantaine à être sollicités, tous ne participent pas, mais de nous proposer, cette année le thème du colloque est l'Europe de nos enfants, de l'héritage à l'engagement, une interprétation avec leur sensibilité, avec leur plume, avec leur technique, avec leur style de ce thème. Nous avons eu beaucoup de propositions de grande qualité. Willy est dans le jury. Alors ce qui m'a frappé tout de même, c'est la grande multiplicité justement des styles. Autant on peut imaginer qu'il y a une même direction qui est donnée, mais on a des styles extrêmement divers, des façons de travailler très différentes. Est-ce que vous voyez ça, vous qui êtes membre du jury, plutôt d'un bon œil, ou est-ce qu'on échappe finalement au côté mouvement artistique, école d'art qu'on a pu rencontrer dans l'histoire? Mais c'est ça l'art. Et oui, je dirais, c'est toute la différence entre l'art pour soutenir, on va dire, l'art officiel, comme on l'a connu. Enfin, voilà, en Europe, fut un temps, il y a eu un art officiel et tout ça. Et non, ce qu'il y a de beau en l'Iliade, et justement à travers cette carte blanche, c'est que on laisse la liberté aux artistes de nous parler avec leur sensibilité. On leur donne juste le thème, on leur dit juste voilà de quoi on va parler cette année, voilà la direction qu'on aimerait voir dans vos œuvres, voilà un peu les idées, on les influence pas trop, et ensuite je vais être trivial, ils se lâchent. Ouais. On a vraiment de très belles réalisations. Alors aujourd'hui, on les retrouve, vous parliez de ce qu'on retrouvait dans les foyers, donc certains vont acheter des belles photos donc dans des franchises, d'autres le pont de Brooklyn à Ikea, et ensuite il y a les spectateurs du colloque Iliade qui se retrouvent avec des tirages d'art signés numérotés dans les foyers. C'est toujours une satisfaction de se balader et de voir que des œuvres embellissent tout simplement des chambres à coucher ou des salons. C'est même notre combat. On va être franc. Le but, c'est ça. C'est de faire en sorte que vous ayez chez vous, chez vos amis, que vous puissiez les offrir, des œuvres qui véhiculent un message, mais qui... On va se parler franchement. Où c'est pas marqué en gros dessus, voilà ce que vous devez absolument penser. Non. Le but, c'est que vos amis viennent chez vous et se disent juste « Ah, c'est sympa ça. Ah oui, c'est joli ça. Ah, ça j'aime bien. Ah ouais, ça je le verrais bien chez moi ou chez Machine, on s'en fout. » Et bien là, on a gagné. Là, on a gagné parce que la gauche a joué à ce jeu-là et a pris une sérieuse avance. Et bien, à nous de grignoter à nouveau les foyers. Nous devons regagner les foyers. Nous allons bientôt terminer cette discussion. Le conseil de Willy, c'est grignoter. Vous grignotez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, on grignote. Nicolas, Thomas, avant de se quitter, si on devait donner un conseil pour atteindre ce beau, remettre notre univers esthétique d'aplomb, ou peut-être citer des artistes qui vous touchent, Nicolas ? Alors, je voudrais déjà donner... rapidement, oui, bien sûr. Abonder dans le sens de Willy, une citation d'un autre prix Nobel de médecine que Konrad Lorenz, qui s'appelle Alexis Carrel, et qui a fait une citation magnifique qui date déjà de 1935. Je cite : « La stupidité et la tristesse de la civilisation présente sont dues, au moins en partie, à la suppression des forces élémentaires de la jouissance esthétique dans la vie quotidienne. » Et je trouve que c'est là, en fait, tout le conseil que j'aimerais donner à nos auditeurs, c'est de se faire du beau et des grands artistes, des grandes œuvres, ou même de la simple beauté, une fréquentation plus quotidienne,
plus courantes, et de ne pas avoir peur d'aller à la rencontre d'artistes. Et puisque tu parlais de recommandations, je pourrais recommander Opeth dans le genre un peu métal aussi, ou alors même des réinterprétations de Bach au luth par Evangelina Mascardi, ou pour ceux qui aiment un peu plus la littérature, les ouvrages de Laszlo Krasznahorkai, qui est aussi scénariste pour le cinéma, un écrivain contemporain hongrois très intéressant. Voilà beaucoup de références à creuser. Thomas White, le mot de fin. Oui, ça pourrait être ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais qu'il faut se confronter au beau. Ça peut être le beau naturel, et là je rejoins Konrad Lorenz que je citais, c'est d'ailleurs son conseil à lui, le premier, il pense qu'il faut particulièrement pour les enfants les confronter le plus tôt possible aux harmonies de la nature, pas le petit arbuste rachitique en bas d'une cité HLM, non, ça est perdu dans une cage métallique comme on fait aujourd'hui, non, ça c'est pas du tout un arbre en bonne santé, c'est ce que dit Lorenz, il faut qu'il aille dans des arbres, dans des forêts le plus naturelles possible, ou transformés par l'homme, mais où l'homme a su s'insérer sur des siècles avec une harmonie, des paysages naturels. Quand on voit les grands paysages où on a supprimé toutes les haies en agriculture industrielle, ce ne sont pas des beaux paysages. Mais les paysages plus traditionnels, c'est pas parce qu'ils sont traditionnels qu'ils sont beaux, c'est parce que à travers des siècles et des siècles, il y a eu une adaptation, et donc il y a un écosystème qui vit, où l'être humain est parfaitement intégré et ne détruit pas le système. Donc il faut se confronter à ces harmonies naturelles, et puis aux grandes œuvres d'art créées par l'être humain. Alors le meilleur moyen, je le disais tout à l'heure, c'est d'aller vers celles anciennes, juste parce qu'elles sont passées par le tamis du temps, et puis ensuite ne pas se fermer à toutes les œuvres contemporaines. Il y en a plein qui sont formidables, Nicolas en a cité quelques-unes, on pourrait citer d'autres. Moi j'aime bien, par exemple, moi qui aime bien la musique traditionnelle et folklorique, et les danses traditionnelles qui vont avec, mais il y a plein d'auteurs aujourd'hui qui s'inspirent de ce folklore-là tout en faisant des musiques modernes. Par exemple, Rémi Geffroy, que j'aime beaucoup, c'est un trentenaire, il fait des musiques qui il innove tout en étant en même temps inscrit dans une longue tradition, et ça donne des choses qui sont dansantes et magnifiques. Thomas White, Nicolas Janussi, Willy, merci, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Je souhaitais juste signaler, nous l'avions reçu dans une émission précédente, Jérémy Banneton, qui dirige Idéo Choc, vient de sortir un nouveau podcast, Réenchanter le monde, de Damien Barillet, qui est un livre qui vraiment est au cœur de nos discussions. Nous retrouvons désormais Gabriel Fouquet pour Autour d'un verre. Autour d'un verre, le rendez-vous poétique du libre journal Vive la civilisation européenne. Gabriel, vous interprétez les poèmes de Frédéric de Saint-Cyot dans notre rendez-vous poétique mensuel Autour d'un verre. Cette semaine, Frédéric nous propose, chers auditeurs, un texte intitulé « La beauté de l'engagement ». Mon ami, prenez place, asseyez-vous ici. Déposez vos effets sur ce boudoir fleuri. Ouvrez grand vos oreilles, je dois lâcher mon cri, car je refuse le rôle d'amant transi. Écoutez, je vous prie, les humeurs de mon âme, soyez bien indulgentes, car devant vous, madame, je rougis des mots tendres que mon cœur fou déclame. Ces sentiments m'animent, m'effraient, me lient, m'affament, si vous n'y répondez pas par vos lettres et vos charmes. C'est vous que j'aime enfin, vous qui tenez ma flamme. Je crains de me voir mettre par vos avis un blâme. Voulez-vous devenir dès à présent ma femme ? Oui, mon ami. Oui. Oh oui, je vous offre ma vie. Je veux vous faire don de mon cœur, mon esprit, de mes espoirs, mes doutes, mes combats, mes envies, de mon corps, de mon âme, de ma foi et de mes nuits. Vous aurez tout d'un coup tout le bien, tout le mal. Vous ne pourrez trier de la fleur ses pétales. Vous m'accueillerez ainsi, pleine, unique, entière, connaissant mes parts d'ombre et sources de lumière. Vous ferez une croix sur ce qui est ailleurs, ne regarderez plus des épis la blondeur, ne vous enivrerez des roses de l'odeur. Vous cultiverez en revanche plein d'ardeur les parcelles conjugales et familiales, et en témoignerez grâce à l'art pariétal. La nature, la durée sur notre piédestal irradieront toujours nos êtres de cristal. Après ma logorée, n'êtes-vous refroidi de fixer nos alliances pour un temps infini ? Vous vous doutez, chérie, de ma réponse ici. Nos accordailles faites, je vous veux pour la vie. L'anneau précieux et d'or sera notre complice pour naviguer droit vers la Vena Amoris. Je m'agenouille enfin, bien prêt à vous servir, à vous aimer toujours avec joie et plaisir, à protéger votre âme, votre être et votre vie. Contre tous les dangers, je resterai hardi. Et lorsque nous aurons fabriqué nos enfants, je serai le rempart luttant contre le vent qui voudrait emporter notre haute destinée. J'ose ici et je nomme notre futur foyer. Pour vous,
je fais le don de ma personne entière, jusqu'au jour où je retournerai à la terre. Voyez donc cet écrin que j'ouvre devant vous, y repose notre amour magnifié en bijoux. Souhaitiez-vous librement accepter cette offrande et tout ce qu'elle suggère en foi qui nous transcende? Puis-je bien me permettre de prendre votre main, d'y forger une armure pour un destin commun, en y passant l'anneau qui scellera enfin notre union dans ce monde, sous le regard divin. Romain, je m'offre à vous. Pour toujours, c'est promis. Prenez ma main bien vite et comblez nos envies. Merci pour cet aveu qui sort de vos entrailles. Nos vœux sont prononcés, la manœuvre est de taille. Il nous faut annoncer la nouvelle au sérail et s'attacher dès lors aux plus petits détails. Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne! Nous revoilà dans le studio de Radio Courtoisie pour la chronique culturelle qui s'est imposée d'elle-même puisque nous accueillons Édouard Elsen. J'espère bien prononcer votre nom. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Vous m'entendez également? Oui, on vous entend. Alors, Édouard, prononcez-le à ma place. Comme ça, les auditeurs le retiendront mieux et bien. Édouard Alsten. Voilà, vous êtes donc bénévole à l'association Les Prohibés, un collectif tout à fait intéressant qui a été présenté, je pense, plusieurs fois à l'antenne de Radio Courtoisie, que nous soutenons. C'est un collectif d'artistes et d'artisans français, indépendants et non subventionnés, donc c'est à noter, qui a pris le parti pris de faire rayonner notre art et notre artisanat français. Alors aujourd'hui, en quelques mots, où en êtes-vous du développement des Prohibés? Ça reste une association locale, nationale? Alors c'est une association nationale, donc le collectif a été fondé par deux artistes en décembre 2021. Il est une association depuis décembre 2022, donc ce qui nous permet d'être un peu mieux organisés, de pouvoir recevoir des dons, de pouvoir recevoir des adhésions de la part des membres du collectif qui sont les artistes que l'on partage. Et ce que nous permettons à ces artistes, c'est de bénéficier d'une meilleure visibilité qu'ils ne pourraient avoir tout seuls via plusieurs réseaux sociaux. Donc le collectif Les Prohibés est très présent sur Instagram, donc c'est le premier canal qui a été créé afin de partager visuellement les créations de nos artistes et de nos artisans. Donc nous avons plus de 7000 abonnés sur Instagram, on espère approcher les 10 000 assez rapidement. Nous sommes présents également sur YouTube, donc nous présentons par des vidéos les artistes et les artisans du collectif. Et enfin, nous avons, grâce à une campagne de dons effectuée l'année dernière, nous avons pu développer un site internet par lequel donc, nous avons créé une boutique permettant de vendre les créations des artistes et des artisans du collectif. Alors, quel est le lien entre tous ces artistes et ces artisans? Qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent dans ce collectif précisément? Alors la volonté du collectif, c'est de s'émanciper un petit peu des codes culturels actuels, de recréer du beau, c'est le thème de l'émission, de recréer du beau et de l'enracinement dans l'art, dans le paysage culturel. Et donc c'est là-dessus, sur ces valeurs, que se retrouvent les artisans et les artistes que nous partageons et qui adhèrent aux valeurs du collectif. Alors vous pouvez nous citer quelques exemples de ces artistes, artisans qui participent? Il y a un certain nombre de pionniers, j'imagine, qui sont là depuis le début. Tout à fait. Nous avons alors les deux pionniers, les deux créateurs sont Valentin Martel et Clémence que vous pourrez retrouver, que l'on partage régulièrement sur notre compte Instagram, qui sont respectivement un poète et une dessinatrice. Font partie également du bureau actuel François Guichard, de l'atelier Guichard, qui est coutelier, donc forgeron coutelier. Dans quelle région? En Savoie. Et on a des membres éminents comme Barthélemy Fourtet, que vous connaissez bien, Romain, je crois. Oui, qui se retrouvera au colloque, il sera là le 6 avril. Exactement, qui lui est sculpteur et bijoutier, qui fait un travail très minutieux, que vous retrouverez également dans les différents partages sur Instagram, qui fait vraiment un travail incroyable comme tous nos membres. Alors ce collectif, donc on l'a compris, est en pleine dynamique. Qu'est-ce qu'il vous faut pour finalement renverser un petit peu la table, continuer à grossir et puis emporter le morceau par rapport à d'autres collectifs qui auront plutôt tendance à entretenir le lait ou la déconstruction? Eh bien, ce dont on a besoin, c'est forcément d'être repartagé par des émissions comme la vôtre ce soir. Je vous en remercie encore.
d'être repartagé, d'avoir aussi de plus en plus d'artistes et d'artisans qui nous rejoignent, qui souhaitent être avec nous dans ce mouvement-là pour contrer un petit peu, comme vous disiez, le laid et le moche qui envahit nos espaces visuels, que ce soit dans la rue, à la télévision, etc. Thomas Wells, je l'ai dit au tout début, vous êtes également fondateur du Rucher Patriote. Les prohibés, j'imagine, ont trouvé toute leur place sur le rucher. Ah, absolument, les prohibés ont été relayés d'ailleurs plusieurs fois dans notre infolettre hebdomadaire que nous envoyons à tous nos adhérents. Ils ont été relayés sous forme d'annonces. Et d'ailleurs, il y a plusieurs artistes, Barthélémy Fourtet, dont on parlait à l'instant, est présent sur le rucher, vend ses œuvres sur le rucher. On peut aussi bien sûr le retrouver sur le site des prohibés, ce qui est très bien. Et d'ailleurs, sur le rucher, vous trouvez, il y a aussi beaucoup d'artistes sur le rucher, pas uniquement de ceux du collectif Les Prohibés, même si j'espère d'ailleurs que tous ceux qui sont sur le rucher vous rejoindront à terme, mais on trouve aussi sur le rucher Patriote des gens qui font des dessins pour des cartes de vœux, des choses comme ça, des photographes professionnels, des musiciens qui peuvent donner des cours ou donner des animations. Donc les artistes sont forcément représentés sur le rucher, et ceux des prohibés, bien sûr, avec brio et grand plaisir. C'est un réflexe finalement à avoir. Il y a quand même une forme de discipline à avoir. On a parlé de confrontation aux œuvres antiques, de curiosité, mais tout de même, dans le quotidien, quand on est extrêmement stimulé, on rappelait tout à l'heure Raphaël Emma, le capitalisme finalement nous stimulait tous les jours, on est dans une petite niche. Il y a quand même une forme de discipline au quotidien pour faire l'effort d'aller choisir une source locale, des matériaux nobles, des artistes et des artisans qui font l'effort de la création. Willy, c'est pas si simple finalement. Non, et puis il y a aussi une discipline à avoir. Acheter moins, mais acheter mieux. Voilà, faire le choix. Ah oui, on peut opter pour le pont de Brooklyn. Bon, visiblement, vous avez tous compris que Romain avait le pont de Brooklyn à la maison, mais on peut opter pour ça, ou pas. On peut en acheter moins, on peut attendre un peu, et puis avoir un vrai coup de cœur pour une œuvre. Se dire que c'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question de transmission. Parce que cette œuvre, vous allez la garder, vous allez la mettre en valeur, elle va aussi mettre en valeur votre intérieur, elle va être un peu le reflet de votre âme à un moment, chez vous, et puis vous la transmettrez peut-être à vos enfants, peut-être qu'ils la trouveront belle aussi, allez savoir, voilà. Bon. Absolument, et il faut signaler d'ailleurs qu'on a aussi beaucoup d'artistes qui sont relayés au colloque Iliade. Il y a souvent des artisans, et l'effet coup de cœur joue aussi. Moi, à 2 reprises, j'ai acheté 2 œuvres qui sont chez moi aujourd'hui, dont une superbe petite broche qui représente une cornemuse, donc un instrument traditionnel qui n'est pas que d'Écosse, d'ailleurs qu'on trouve dans toutes les régions de France, que j'ai acheté à un artisan qui était présent avec son stand au colloque Iliade, et c'était un coup de cœur, je suis tombé dessus, et voilà. On retrouve donc beaucoup de demandes des prohibés à ce fameux colloque du 6 avril, et surtout l'appel est lancé de la part d'Edouard. Un collectif, ça doit vivre, ça doit grandir, c'est constamment en mouvement, surtout que vous couvrez l'ensemble du territoire national. Donc parmi les auditeurs de Radio Courtoisie, et je vous sais amoureux de l'art et de l'artisanat français et européen, retrouvez les prohibés donc sur tous les réseaux que Edouard a cités tout à l'heure, manifestez-vous, intéressez-vous à ce collectif, il faut se prendre en main, et bon, les prohibés a fait cet effort-là, c'est une forme de syndicat de défense de nos intérêts, du beau, de ce que nous pouvons faire aujourd'hui en France. Donc c'est à vous finalement de reprendre la main. Édouard, peut-être un dernier petit mot. Est-ce que dans les derniers artisans ou artistes nouveaux venus, est-ce qu'il vous avez vous-même eu des coups de cœur, ou souhaitez faire un petit focus? Alors, un focus, alors j'ai pas d'éléments en tête pour faire un focus. Ce que je voulais ajouter en revanche, c'est le fait qu'on donne pas seulement une visibilité aux artisans, on leur permet aussi d'évoluer dans un collectif. Une fois qu'ils adhèrent et qu'ils rejoignent les prohibés, ils peuvent échanger entre artistes et artisans pour se donner des petits tips, des avantages qu'ils peuvent trouver dans le travail de chacun, et comment dire, évoluer, enfin se faire évoluer les uns les autres. Une forme de cohésion communautaire. Exactement. C'est tout l'intérêt de se retrouver, voire même de travailler ensemble, pourquoi pas pour certains. On peut imaginer des collaborations qui ont déjà certainement eu lieu.
Exactement, des collaborations ont déjà eu lieu, notamment entre deux artistes qu'on a déjà cités, entre Barthélemy Fourtet qui fait des bijoux et notre François Guichard qui fait des couteaux. Ils ont déjà fait des choses ensemble qui sont parties très rapidement, donc on peut pas les proposer à la vente aujourd'hui, mais qui sont très intéressantes. Édouard Desprohibés, merci d'avoir été avec nous. Ah, Thomas, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, juste, moi je trouve déjà la démarche des Prohibés formidable. Elle me rappelle d'ailleurs un petit peu une démarche qui avait eu lieu au 19e siècle, où il y avait déjà un art officiel. Il y avait un salon des refusés qui avait été créé pour tous les artistes, par un certain nombre d'artistes qui avaient été refusés dans les salons officiels, qui avaient créé leur propre salon, c'est-à-dire qui avaient créé leur propre espace pour être en synergie les uns avec les autres, mais aussi pour créer, d'une certaine manière, et c'est pas un gros mot de le dire pour le coup, j'en parlais tout à l'heure, leur propre marché pour pouvoir en vivre et pour pouvoir créer ces synergies. Parce qu'on parlait, qu'est-ce qui peut permettre d'aider au développement de la nouvelle création de Beau? Il y a la confrontation au Beau, mais il y a aussi la rencontre des artistes et la création d'un écosystème entre artistes, l'écosystème du Beau. Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Chers amis de Radio Courtoisie, il est temps d'écouter Radio Le Nid. Radio Le Nid, la chronique des entreprises positives et enracinées. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans Radio Le Nid, la chronique des entreprises positives et enracinées. Aujourd'hui, le thème de cette émission est l'art et la beauté. C'est pourquoi nous allons vous présenter une marque qui célèbre la féminité, l'artisanat et le Made in France. Il s'agit de l'Effet Lolo, une marque de vêtements pour femmes enceintes. On dit parfois que le seul moment de sa vie où une femme souhaite avoir un an de plus, c'est quand elle est enceinte. Alors, pour prolonger ces moments si précieux, l'Effet Lolo conçoit des sweats et des t-shirts pour faciliter l'allaitement. Sur les vêtements, la double ouverture latérale avec des zips, invisibles, permet de simplifier l'allaitement à la demande. Lancé par Madeleine il y a 2 ans, les produits de l'Effet Lolo sont fabriqués à partir de molletons tissés en France, 100% recyclés et confectionnés dans l'Aube. Un produit de l'artisanat français donc, comme c'est le sujet de notre émission du jour. Rappelez-vous, il y a quelque temps, nous fêtions la journée internationale du droit des femmes. Et la normalisation de l'allaitement est un vrai sujet de société, puisqu'il symbolise en fait un retour à la naturalité. Si vous êtes convaincu par ces valeurs locales, durables et qui promeuvent la féminité, retrouvez tous les produits de l'Effet Lolo sur leur site internet le2fet lolo.fr. Et si notre incubateur, le Nid, vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur les autres projets que nous accompagnons, écrivez-nous à contact@incubateurlenid.fr. À très bientôt sur Radio Le Nid pour une prochaine chronique des initiatives positives et enracinées. L'incubateur Le Nid que nous présentons chaque mois, je pense que c'est actuellement quasiment c'est une grosse douzaine de projets assez divers qui sont incubés. Ce qu'il faut signaler, c'est le fait de bâtir, c'est le fait de construire, c'est le fait de s'engager. La critique stérile ne fait pas partie de notre logiciel. Nous saluons les initiatives, les prohibés, le regard curieux sur le monde pour s'élever vers le beau, les initiatives encouragées et accompagnées par l'incubateur. Voilà dans quel état d'esprit nous souhaitons vous retrouver, chers auditeurs de Radio Courtoisie, chaque mois, puisque c'est la fin de cette émission. Je remercie tous nos invités. Vous pouvez retrouver le détail des intervenants et des morceaux diffusés par Pierre Le Prince. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis au mois prochain.